Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis Claire Henrion, chroniqueuse astronomie qui vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Nous allons donc faire le bulletin astronomique pour la période du 24 février au 3 mars 2026, la deuxième phase de la deuxième lune d'hiver nord été sud. C'est donc du premier quartier à la pleine lune. Alors nous allons voir tout d'abord un petit résumé des événements célestes de la période, puis nous irons sur Stellarium, les pieds sur terre. On va se préparer à se mettre les pieds sur terre et la tête dans les étoiles pour profiter au mieux des spectacles de cette deuxième phase donc de la lunaison du mardi 24 février au mardi 3 mars. Pleine lune qui donnera lieu à une éclipse totale de lune, mais pas pour la France métropolitaine ni pour l'Europe, puisque la zone de centralité de cette éclipse de lune, elle est au milieu de l'océan Pacifique. Elle passe par le méridien qui passe par le détroit de Bering. Vraiment ce méridien qui aurait tout lieu d'être le réel méridien origine pour nos fuseaux horaires et nos, et nos longitudes, voilà, et nos longitudes terrestres, puisque en fait, il est le plus naturel qui soit, alors que le méridien actuel, c'est le méridien de Greenwich, qui ne fait que entériner la domination anglo-saxonne sur le monde. Il serait peut-être temps d'y réfléchir. Enfin, moi, je vous invite à y réfléchir, et j'en parle un petit peu de temps en temps. Bon, voilà, c'est l'occasion, c'est vraiment l'occasion. La Lune nous en donne vraiment l'occasion. Et donc, nous, on n'aura pas de lune rouge, hein, comme certains le disent aussi. Si vous êtes à Tahiti, si vous êtes quelque part dans le Pacifique ou à l'est de l'Asie ou à l'ouest de l'Amérique, vous aurez la lune rouge, mais pas chez nous en France métropolitaine. Donc, commençons par regarder ce qui va se passer avec l'affiche que vous pourrez télécharger et même imprimer en suivant le lien vers l'article qui est dans la description de la vidéo. L'affiche est toujours tout de suite en haut de l'article à télécharger. Ben, merci d'abord. Merci à vous d'être ici, chers amis, chers auditeurs, chers followers de cette petite chaîne. Donc, merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Et merci de vous abonner. Merci à tous nos abonnés. C'est parti, je partage mon écran avec vous et nous allons voir ce qui se passe. Eh bien voilà, l'affiche est là. Alors, je vais faire plutôt cette fois-ci, bon, un très bref résumé pour ce qui concerne la Lune. Et puis après, on va faire jour par jour. C'est peut-être plus plus poignant, comme ça, plus impactant. Donc, bon, quand même, la Lune, hein, elle va être donc du premier quartier demi-lune. On la voit dans l'après-midi, elle culmine en début de nuit et elle se couche au milieu de la nuit. Chaque jour, elle se lève, culmine et se couche un peu plus tard, jusqu'à la pleine lune où elle se lève à peu près au coucher du soleil, culmine au milieu de la nuit et se couche au lever du jour, quand le soleil se lève. Et donc au début de la période, là, autour du premier quartier, elle est très haute dans le ciel. Elle culmine très haut. Elle va donc être à sa latitude maximale le 24 à 18h40. Et puis à sa déclinaison maximale, c'est ça qui impacte sa hauteur dans le ciel, enfin la latitude aussi d'ailleurs, qui fait qu'elle a des très hautes déclinaisons maximales en ce moment, puisqu'elle est encore latitude et déclinaison maximale sont proches l'une de l'autre. On n'est qu'encore dans des lunes maximales, mais c'est en train de décroître. C'était au maximum en janvier 2025, donc il y a un peu plus d'un an maintenant. Elle est aussi au périgée le 25 février, donc au plus près de la Terre. Donc, à partir de là, elle va culminer de plus en plus bas pour ce qui est de sa déclinaison et s'éloigner de la Terre. Et elle va être conjointe à Jupiter le 27, donc ça, ce sera un spectacle immanquable, haut dans le ciel,
en début de nuit, puisque les deux astres culminent aux alentours de 21h, 21h30. Et voilà, elle va être conjointe à Pollux, qui est juste à Jupiter est tout près de Pollux. Et puis elle sera conjointe à l'amas de la Crèche le 28 février, samedi 28 février, puis conjointe à Régulus lundi 2 février, donc tout près de la veille, disons-nous, dirons-nous, de la pleine lune, qui aura lieu à 12h33. Donc évidemment, nous, on n'aura pas droit à l'éclipse puisque c'est en plein jour. La lune, elle sera à l'opposé du soleil, donc elle sera pas levée pour nous. Donc voilà, on va faire jour par jour. Donc mardi 24 février, pour commencer, à 3h28, la Lune entre dans le signe des Gémeaux. Donc dans la foulée, comme toujours à notre époque, elle est conjointe aux Pléiades. Quelques minutes plus tard, puisque les Pléiades, ou amas ouvert Messier 45, marque de nos jours le premier degré du signe des Gémeaux. Ceci se décale d'un degré tous les 72 ans en raison de la précession des équinoxes. Donc c'est typique à notre époque. Quand vous voyez la Lune conjointe aux Pléiades, vous savez qu'elle entre dans le premier degré du signe des Gémeaux. C'est des bons repères très simples. C'est donc le premier quartier à 13h27. La Lune est dans le sixième degré du signe des Gémeaux. Le Soleil est donc dans le signe des Poissons actuellement jusqu'au 20 mars. Ensuite, c'est toujours le même jour, le jour du premier quartier, mardi 24, à 13h44 en héliocentrique, puisque c'est en bleu. Vénus est conjointe à Saturne. C'est dans le quatrième degré du signe du Bélier, vue du Soleil, hein, dans le point de vue du Soleil. Je continue sur mardi, donc à 18h40, on revient les pieds sur Terre. En géocentrique, la Lune est à sa latitude maximale, donc au plus haut au-dessus du plan de l'écliptique, ce qu'on appelle les ailes du dragon. Elle est alors dans le neuvième degré du signe des Gémeaux, dont elle est devant la constellation du Taureau, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, elle est conjointe à Aldébaran. Les Pléiades aussi font partie de la constellation du Taureau. Et Aldébaran, c'est l'étoile alpha du Taureau. Donc, une vingtaine d'heures après les Pléiades, la Lune est conjointe à Aldébaran. En ce moment, ces temps-ci, en raison de justement de sa déclinaison qui est maximale à peu près au même moment, elle passe très haut au-dessus d'Aldébaran. L'étoile est 10 degrés en dessous de la Lune. Et donc ça, c'est à voir le mardi 24 au soir. Aldébaran marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 11e degré du signe des Gémeaux. De même que à l'opposé pile, nous avons Antares, donc alpha du Scorpion, qui marque, elle, le 11e degré du signe du Sagittaire de nos jours. Mardi 24, c'est fini. Ça fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et nous arrivons à mercredi 25, 0h20. Donc, en fait, même, c'est mardi 24 en temps universel, à notre méridien, mais avec notre heure d'avance en hiver. C'est l'été, ça va être 2 heures. La Lune est au périgée, mercredi 25 à 0h20, donc au plus près de la Terre. Mercredi 25 toujours, à 7h41 en héliocentrique, puisque c'est en bleu, Mercure est conjointe à Jupiter, et ça, c'est dans le 24e degré du signe du Cancer. Nous arrivons, ah non, nous sommes toujours mercredi 25 à 18h15. La Lune est conjointe à Elnat, c'est l'étoile bêta du Taureau, qui se trouve tout au bout de la corne, qui commence avec Aldébaran, et dans le prolongement, il y a Elnat. Donc elle, c'est bêta du Taureau. Et là, par contre, la Lune passe tout près de l'étoile, elle fait même probablement une occultation que j'ai pas marquée là, mais à 15 minutes, l'étoile est à moins d'1 degré, donc seulement 15 minutes au sud de l'étoile, donc l'étoile au nord de la Lune, et c'est bien visible, bien entendu, et très haut dans le ciel. Elnat marque de nos jours la 23e degré du signe des Gémeaux. Nous arrivons à jeudi 26 à 0h15, soit le mercredi 25 à 23h15, en temps universel. C'est ça qui changerait avec l'histoire du méridien, hein. Temps universel, il serait fixé au méridien du détroit de Bering. Ça nous ferait plus compliqué à compter un peu. Enfin, ça nous ferait environ 12 heures, quoi. Mais ce serait tellement géographiquement plus logique.
Alors, jeudi 26 à 0h15, la Lune atteint sa déclinaison maximale. Donc, ça, c'est par rapport au plan de l'équateur terrestre prolongé dans l'espace, qu'on appelle l'équateur céleste. Donc, elle est au plus haut, à 28 degrés au-dessus du plan de l'équateur, donc 28 degrés nord, soit 5 degrés plus haut, et 5 degrés de sa latitude maximale, toute proche encore, 5 degrés plus haut que le Soleil au moment du solstice de juin, donc le jour le plus long dans l'hémisphère nord. Elle est alors dans le 27e degré du signe des Gémeaux, elle est encore devant la constellation du Taureau et elle entre dans le signe du Cancer à 6h11, jeudi 26, donc février. Elle est encore devant la constellation du Taureau, mais juste après, elle arrive devant la constellation des Gémeaux, c'est marqué ici, le 26 février à 7h26. Voilà, donc ensuite nous sommes toujours jeudi 26 février en héliocentrique. Mercure qui cavale autour du Soleil entre dans le signe du Lion et va s'y trouver jusqu'au 3 mars. On revient les pieds sur terre, hein, parce qu'il n'y a que en bleu, c'est l'héliocentrique, tout le reste c'est en géocentrique. En noir, c'est pas visible, mais c'est des faits de mécanique céleste ou des conjonctions mais invisibles. En rose, c'est quand c'est visible entre Lune et planète. Et en vert, c'est quand c'est visible entre Lune ou planète et étoile. Alors, le vendredi 27 février à 8h10, la Lune est conjointe à Jupiter. Alors ça, eh ben, ça se voit bien. Ça se voit, elle culmine donc le soir, donc on peut les voir le 26-27, on peut les voir aussi le 27-28, voilà. Le 26-27, la Lune culmine la première, bien sûr, et la droite de Jupiter à 20h04, Jupiter à 21h31. C'est juste pour chez nous. Il y a forcément un décalage en minutes pour les autres lieux. Mais par rapport au début de la nuit chez vous, c'est à peu près semblable. Et la nuit suivante, donc du 27 au 28 février, c'est Jupiter qui culmine la première, 4 minutes plus tôt que la veille à peu près, donc à 21h27, et la Lune, qui est passée à la gauche de la planète, culmine à 22h04. Vendredi 27 toujours, la planète Mars arrive devant la constellation du Verseau. Mars qui est actuellement invisible et qui est dans le ciel du matin, mais qui se lève même pas encore une demi-heure avant le Soleil. Il faut attendre fin mai pour voir Mars dans le ciel en fin de nuit. Donc, quand elle entre devant la constellation du Verseau, elle est dans le 28e degré du signe du Verseau. En héliocentrique, ce vendredi 27 février, Mars atteint sa latitude minimale, c'est-à-dire qu'elle est au plus bas en dessous du plan de l'écliptique de pas grand-chose. Ça, c'est la valeur de l'inclinaison de son orbite sur la nôtre. L'orbite, l'écliptique, c'est le plan Soleil-Terre. Ben, le plan Soleil-Mars, il est incliné donc de un petit peu de 1 degré 51 minutes sur celui de la Terre. Et donc là, Mars est au plus bas à son donc 1 degré 51 minutes. C'est invariable, c'est toujours dans le 20e degré du signe du Verseau, sauf un petit décalage d'environ 1 degré par siècle, petite avance d'environ 1 degré par siècle, donc c'est régulier. En géocentrique, ça va se produire aussi, mais dans quelques jours, le lundi 2. Donc latitude minimale en héliocentrique pour Mars, vendredi 27 à 22h08, et encore vendredi 27 à 22h16 en géocentrique. Les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles, ça on peut bien le voir, la Lune conjointe à Pollux, puisque je vous dis Pollux et Jupiter sont pas loin. Donc le 27-28, voilà, on a la Lune qui culmine à 22h04 et l'étoile pratiquement en même temps, 3 minutes plus tard. Et donc elle se couche presque à la fin de la nuit. Nous arrivons à samedi 28 février. À 6h34, Mercure est conjointe à Vénus. Alors voilà un petit spectacle qui est dit délicat à repérer, mais faisable. Si vous avez un bel horizon, bien dégagé à l'ouest et bien sûr pur, sans atmosphère, embarrassé malheureusement par ces épaisseurs d'atmosphère là que sont les traînées persistantes d'avions qu'on voit encore dès que le soleil finit par percer et traverser la couche de nuages abusifs. Bon, parce que le ciel il s'est remis à faire un peu beau, mais le ciel est encore un peu blanc. Il y avait beaucoup de ces
traînée persistante ce matin. Absolument normal. Anormal. Donc je reviens sur samedi 28, donc à 6h34. Donc ça va être à voir vendredi 27 au soir de préférence ou le 28 au soir. Et donc Mercure est de plus en plus difficilement visible. Là, elle vient de nous offrir une jolie petite période de visibilité dans le ciel du soir, même c'était la meilleure de l'année. C'est la dernière occasion de la voir. Donc conjointe à Vénus, beaucoup plus brillante et qui, elle, commence à faire son apparition et va s'affirmer de plus en plus. Donc, elle se couche pratiquement à la même heure, Vénus à 19h40 et Mercure à 19h45. Mercure est rétrograde, il y a déjà eu une conjonction Mercure-Vénus invisible début février, là, il n'y a pas longtemps. Et on revient, donc Mercure s'était remise non, Mercure va devenir rétrograde. Et non, elle est rétrograde depuis le 26. Quoi? Ah bah oui, j'ai oublié de vous le dire. Ah, voilà pourquoi je ne comprenais pas. Mercure, oui, j'ai oublié, je ne l'ai pas lu ça. Jeudi 26 à 7h48, Mercure est stationnaire, donc son mouvement cesse de progresser sur l'écliptique et s'arrête et repart dans l'autre sens. Se met à reculer en mode apparent, bien sûr, ceci étant dû au fait que bah, nous, on tourne autour du Soleil et Mercure aussi. Donc, à un moment donné, on la dépasse. Voilà. Enfin, c'est elle qui nous dépasse, en fait. Mercure tourne plus vite autour du Soleil. Mais on a l'impression de la voir reculer et elle va être en conjonction inférieure, c'est-à-dire conjointe au Soleil, le 7 mars, donc dans très peu de temps. Et donc, elle sera plus du tout visible. Mercure va d'ailleurs entrer dans le champ du coronographe Lascaux C3 le 3 mars et donc va y rester jusqu'au 11 mars. Et donc, elle sera en conjonction inférieure, soit devant le Soleil, le 7 mars. Donc voilà, donc quand Mercure est conjointe à Vénus, le 28 à 6h34, eh bien, on voit Mercure rétrograde, effectivement, et donc il y a bien déjà eu une conjonction Mercure-Vénus, c'était il n'y a pas bien longtemps, mais je regarde si je la retrouve rapidement dans mon cahier, peut-être pas trop difficile pour vous dire la date exacte. Comme de bien entendu, je ne trouve pas. Pas de vrai yes. Mais bon, c'est pas grave, c'est un fait. Donc on va continuer. Et donc à ce moment-là, elles n'étaient pas visibles. Ensuite, samedi 28 février, la Lune qui redescend maintenant en déclinaison rentre dans les limites zodiacales. Puis elle entre dans le signe du Lion à 9h16. Puis il s'agit de Mercure à 17h33 qui atteint sa déclinaison maximale. Alors elle est en déclinaison sud, elle montait, elle montait, elle montait, puis comme elle devient rétrograde, son mouvement en déclinaison s'inverse également, et elle est seulement à 9 minutes en dessous du plan de l'équateur, et elle se remet à descendre. Donc elle passe pas tout de suite en déclinaison nord, elle va descendre jusqu'au 26 mars à 8 degrés, puis, elle va monter jusqu'au 2 juin. Elle atteindra un maximum à 25 degrés de déclinaison. Donc, elle sera hors limite zodiacale du 2 mai au 14 juin. Et elle passera en déclinaison nord le 19 avril. Donc, à ce moment-là, samedi 28 février, elle est dans le 23e degré du signe des poissons, devant la constellation des poissons. Et comme je viens de vous le dire, ça facilite son observation, qu'elle soit en déclinaison maximale, mais pas très haute quand même. Et puis en plus, son éclat baisse drastiquement, ce qui fait que bon, elle s'efface, hein. À partir du 28, il n'y aura plus Mercure du tout visible. Toujours samedi 28 février, 22h36, la Lune est conjointe à l'amas de la Crèche, le bel amas ouvert Messier 44, donc amas de la Crèche, qui se trouve au cœur de la constellation du Cancer. Évidemment, quand la Lune, presque pleine, est devant, ça éblouit complètement les étoiles de l'amas. En revanche, on le distingue à l'œil nu comme une tache floue quand le ciel est sans lune et bien sûr noir. Nous arrivons à dimanche 1er mars. À 16h36, Mercure est à sa latitude maximale en héliocentrique. Donc elle, c'est beaucoup plus inclinée que Mars. Mars était à sa latitude minimale. C'est toujours 1,51 degré maximale ou minimale. Mercure, c'est 7 degrés. C'est la planète dont le plan de révolution autour du Soleil est le plus incliné par rapport à celui de la Terre. Donc 7 degrés d'inclinaison
Et donc, Mercure se trouve 7 degrés au-dessus du plan de l'écliptique en héliocentrique, et c'est toujours dans le 18e degré du signe du Lion, hormis le petit décalage d'un degré par siècle environ. Nous arrivons à lundi 2 mars. À 13h33, la Lune entre dans le signe de la Vierge. Et donc, c'est pareil que pour les Pléiades avec son entrée dans le signe des Gémeaux. Quand elle entre dans le signe de la Vierge, elle est très peu de temps après conjointe à Régulus, car l'étoile Régulus, alpha du Lion, marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe du Lion. Mais entre les deux se glisse quand même un petit événement. Cette fois-ci, à 13h53, Vénus arrive devant la constellation des Poissons. Elle était donc devant le Verseau. Elle arrive devant la constellation des Poissons. Elle va y rester jusqu'au 30 mars. Elle arrivera devant le Bélier, mais elle va faire un petit passage devant la Baleine, qui se trouve donc juste en dessous des Poissons. Ça, c'est parce que Vénus n'est pas pile dans le plan de l'écliptique. Le Soleil ne passe pas par la constellation de la Baleine, mais la Lune et les planètes peuvent y passer. Donc, elle est conjointe la Lune est conjointe à Régulus, on vient de le dire. C'est pareil, il y a, je crois bien, une occultation de Régulus par la Lune, hein. C'est la même chose, là. Et ça, visible, je ne sais pas si je l'ai noté sur mon cahier, non. C'est noté dans l'article, en revanche. Dans l'article, vous avez tous les détails, mais ce n'est pas pour nous. Lundi de Mars, toujours, donc en géocentrique, puisque c'est en noir, Mars entre dans le signe des Poissons et va y rester jusqu'au 9 avril. Son mouvement est direct, donc elle entrera ensuite dans le signe du Bélier. Donc elle est dans le signe des Poissons du 2 mars au 9 avril, et donc devant la constellation du Verseau, on vient de le voir, c'était le 27 qu'elle est arrivée dans la constellation du Verseau. Puis, c'est toujours Mars, le lundi 2 mars, 23h38, Mars est à sa latitude minimale en géocentrique. Alors, ça se passe à peu près en même temps, en héliocentrique, on vient de le voir le dimanche 1er mars, en géocentrique, le lundi 2 mars, et là, la hauteur et la longitude écliptique est variable. Bon, en l'occurrence, elle est à 1 degré 5 minutes au sud, donc en dessous du plan de l'écliptique. Son prochain maximum sera le 27 février 2027 et là sera 4 degrés 28 minutes au-dessus du plan de l'écliptique. Elle est donc dans le premier degré du signe du poisson, des poissons. Et nous arrivons à mardi 3 mars, le jour de la pleine lune. Donc, pour qu'il y ait une éclipse, il faut que la lune passe à son nœud, à l'un de ses nœuds. Donc là, en l'occurrence, elle passe à son nœud descendant mardi 3 mars à 5h36, ça veut dire qu'elle passe donc en latitude écliptique sud, c'est-à-dire qu'elle est en dessous du plan de l'écliptique. Elle va donc aussi être en libration maximale en latitude, parce qu'on va l'avoir d'au-dessus, en quelque sorte, puisque notre plan à nous, elle va être en dessous de notre plan. Donc on la verra d'au-dessus. Et puis, il y a une éclipse totale de lune, donc, comme je vous ai dit, qui est visible dans le Pacifique, à l'ouest de l'Amérique et à l'est de l'Asie. Une éclipse totale. Et c'est la pleine lune à 12h37, donc pour nous. C'est la pleine lune qu'on appelle la lune des vers, la pleine lune quand le soleil est en poisson, la lune est donc dans le signe de la Vierge, 13e degré en l'occurrence. Et bien, c'est la période où, évidemment, les jours rallongent, dans l'hémisphère nord, le sol commence à se réchauffer, les vers commencent à grouiller. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle, et elle a ce nom de lune des vers, cette lune du mois de mars, enfin, du signe du soleil en poisson. Et puis, pour finir cette journée, cette période, à 21h26 en héliocentrique, Mercure entre dans le signe de la Vierge, où elle va rester jusqu'au 10 mars. Alors, ben, nos jours rallongent, donc nos nuits diminuent. Le jour se décale maintenant, augmente, mais globalement, il se décale un peu vers le matin. Il augmente plus sur le matin que sur le soir. Et donc, la Lune va se lever, ben, comme je vous l'ai dit, en milieu de journée, même un peu de bonheur au moment du premier quartier, culminer au début de la nuit et se coucher enfin en
en milieu de nuit, mais là c'est un peu tard, c'est parce qu'elle a une très grande course avec sa latitude maximale, plus que la course du Soleil à la même longitude. Et puis ensuite, elle va se lever de plus en plus tard, dans l'après-midi en fait, culminer de plus en plus tard en milieu de nuit, et se coucher de plus en plus tard en fin de nuit. Et voilà les horaires pour la veille de la pleine lune et le lendemain, puisque pour nous, bah, il y aura deux nuits de pleine lune, celle du 2-3 mars et celle du 3-4 mars. Le 2-3 mars, c'est un peu avant, et le 3-4 mars, c'est un peu après, mais la lune sera toute ronde. Et voilà, et en fait, elle a une libration minimale en latitude le 24 février avec lever de soleil sur Ptolémée. Et le 27 février, ben, comme le 10e jour à peu près de la lunaison, la lune se lève sur le golfe des Iris. C'est une formation facile à identifier et très belle à observer, se lever de la lune sur le golfe des Iris. C'est pour ça que je le signale au 10e jour de la lunaison en général. Alors, les petites planètes qui sont opposées au Soleil, le 26 février, Vaticana et Parthénope, et le 27, Iris, qui est quand même de magnitude 8,8, ouais, un peu remarquable pour ceux qui les traquent, et qui a été au périgée juste le 20, il y a quelques jours. Encore Jupiter, bon alors la planète maîtresse de la nuit, c'est Jupiter encore, quoiqu'elle se couche de plus en plus tôt, mais elle est déjà haute en début de nuit, et donc on peut profiter des phénomènes de ces satellites. Il y en a encore beaucoup. Voilà pour le tour des événements. Il n'y a pas d'étoiles filantes, très très peu en ce moment. Et donc, si vous en voyez, n'hésitez pas à le signaler, car les étoiles filantes, même si on sait prévoir les essaims, il peut toujours y avoir des surprises. On va aller faire un petit tour sur Stellarium maintenant, et nous allons nous retrouver. Donc j'ai mis l'océan tout de suite parce que je sais que nous allons vouloir voir le Mercure, Vénus en tout début de nuit, enfin au crépuscule. Donc voilà pourquoi j'ai mis déjà l'océan. Vous remarquerez, donc là c'est lundi le 24, donc mardi 24 février. Là c'est l'après-midi encore, 14h30. Vous remarquerez que la Lune est déjà dans le ciel haut à l'est. C'est pour ça que je la montre. Elle est en premier quartier donc. Et donc, vous pouvez la voir dans l'après-midi, quand vous voyez la Lune. Dans l'après-midi, les amis, de toute façon, c'est qu'elle est croissante. Alors, aller sur la, on va aller, on va accélérer le mouvement et on va voir le coucher du soleil. Donc, vous voyez, entre à l'ouest, sud-ouest, mais de plus en plus près de l'ouest chaque soir. De même que le matin, il se lève à l'est, sud-est, mais de plus en plus près de l'est chaque matin, et que chaque midi, il culmine de plus en plus haut. Donc là, voilà, 18h30, il se couche, bah voilà, c'est l'heure de son coucher. Donc on va passer quelques minutes, et à 19h, allez, 19h, à ne pas manquer, Vénus, donc, faut un horizon bien dégagé, hein, bien entendu. Pour ça que j'ai mis cet horizon océan, parce que le moindre relief empêcherait de voir Vénus qui a 4 degrés de hauteur, là. Juste au-dessus, il y a Mercure, qui est donc facilité parce qu'elle est un peu plus haute, donc, mais beaucoup moins brillante, et de moins en moins brillante, c'est limite, hein. Et il y a Saturne, de plus en plus près aussi. Donc on va aller au 28, hein. Euh, Faisons le tour. Si on va observer ça d'abord. On va aller au 28, le jour de leur conjonction. Donc là, c'est le 24 février au soir. Le 25 février au soir. Le 26, vous voyez, Mercure, son éclat s'atténue. Stellarium nous le fait remarquer. Le 27 et le 28. On aura même de la peine à la voir. Alors il faudra attendre un petit peu plus. Voilà, vraiment, quand elles sont au ras de l'horizon, 19h20, Mercure, donc a déjà dû chuter gravement en magnitude. Elle est déjà à magnitude presque plus 2, donc c'est beaucoup. Enfin, c'est faible, je veux dire, tandis que Vénus est à magnitude -4 pratiquement, hein. Donc,
est infiniment beaucoup plus brillant. Donc vous verrez Vénus, vous pourrez, si votre horizon est parfaitement dégagé, hein, je m'entends. Vous verrez peut-être encore Saturne et vous verrez Mercure. Donc ce joli rapprochement. Après, c'est totalement fini pour Mercure. Alors on va revenir au 24, on va regarder un peu ce que fait la Lune, puisque on va la voir donc tous les après-midi et en début de nuit. Donc le 24 en début de nuit, déjà la Lune elle va être méga haute, voilà. Donc pratiquement elle culmine en début de nuit, c'est normal, puisque c'est le premier quartier, le 24. Allez, affichons les constellations et leurs noms pour que vous y repériez, et donnons un petit peu plus de noms d'étoiles. Par exemple, Aldébaran, Pollux, au moins qu'on ait quelques repères. Voilà, donc en début de nuit, eh bien, culmine, on va aller jusqu'à 20 heures, parce que vous voyez, les jours rallongent, hein. Donc à 20 heures, culmine le grand jet de l'hiver en début de nuit. Donc les trois mages d'Orion, Rigel, la bleue d'Orion, Sirius du grand chien, Procyon du petit chien, Pollux et Castor des Gémeaux, avec Jupiter là qui est le, le joyau qui brille encore plus fort que les autres, bien entendu, au milieu de ces étoiles les plus brillantes du ciel, tout là-haut, là-haut, alors au zénith, hein, Capella du cocher, vous voyez, Capella est vraiment au zénith, le zénith est là. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Mais non, je veux pas. Ah, il me montre tous les Starlink au secours. J'efface cette grille azimutale et je fais taire les satellites. J'espère que vous n'en verrez pas tant que ça. Donc, Capella du cocher au zénith en début de nuit, Aldébaran du taureau, et on ferme notre jet sur Bételgeuse d'Orion, la rouge. Donc, on ferme avec nos deux rouges, Aldébaran et Bételgeuse. Et voyez, la lune est conjointe à Aldébaran. Voilà le plan de l'écliptique, ouais. Elle est vraiment conjointe à Aldébaran le 24 au soir. Et la veille, elle était conjointe aux Pléiades. Les Pléiades sont ici et Uranus ici. On zoome un petit peu pour voir Uranus. Vous- bon, avec la Lune qui augmente, mais enfin qui s'éloigne. L'éclat de la Lune augmente, mais la Lune s'éloigne de la formation. Donc, avec des jumelles, vous pouvez chercher Uranus en dessous des Pléiades. Remarquez, il y a deux petites étoiles et puis Uranus fait une petite. Voilà. Et dans le. Et près de ces deux petites étoiles. Uranus dont le mouvement est rétrograde, donc il recule un petit peu par rapport à ces étoiles. Voilà, alors on va poursuivre les jours et on va voir en début de nuit, puis après on fera un petit tour du ciel au milieu de nuit. Voilà, donc le lendemain, la Lune est conjointe à Elnat. Ici, c'est Elnat, bon, ça me montre la Lune. Donc elle est un peu plus grosse que la veille. Voilà, Elnat du taureau, voilà, qui prolonge la branche au-dessus d'Aldébaran, hein. La corne du taureau qui est au-dessus d'Aldébaran. Elle fait la jonction avec la constellation du cocher. Et puis donc la Lune est juste à côté, et pour certains, il y a une occultation de Elnat par la Lune qui a pris un peu de ventre. Voilà, donc nous sommes ici le 25, on passe au 26, vous voyez, c'est haut dans le ciel, hein, en début de période. Le 26, la Lune s'approche de Jupiter, donc Jupiter, Pollux et Castor. Voilà, donc elle est conjointe à Jupiter, pratiquement, le 26 et le 27. Le 27, elle passe de l'autre côté et elle est conjointe à Pollux. Donc 26, elle est à droite de Jupiter. Le 27, elle est à gauche de Jupiter et en dessous de Pollux. Et évidemment, elle a pris encore plus de ventre. C'est le jour où le soleil se lève sur le golfe des Iris. Ben, je vous le montre, il est là, le golfe des Iris. Donc c'est le 27 au soir. Vous voyez cette formation, ça c'est la mer des pluies. Et dans la mer des pluies, il y a ce magnifique golfe qui s'appelle le golfe des Iris. Et ici le cratère Platon. Donc la Lune à côté de Castor. Donc si vous avez un instrument, bien évidemment, profitez de ces formations lunaires. Même aux jumelles déjà, vous les posez pour
Surtout que ça bouge pas, ça c'est important. Et puis vous pouvez en profiter. Donc on passe, les jours passent, nous arrivons au 28. La lune est conjointe à l'amas de la crèche qui se trouve ici. Voilà. Hmm. Donc une grosse lune au-dessus du délicat amas de la crèche. C'est pas le moment pour l'observer en fait, parce il est trop ébloui. Le lendemain, 1er mars, la lune se trouve ici, entre le Cancer et le Lion. Ici, l'étoile Régulus. Donc elle est toute proche de Régulus, à droite. Et le lendemain, 2 mars, elle est conjointe à Régulus. Voilà, elle a dépassé Régulus. Et donc, elle est à gauche par rapport à l'étoile sur le plan de l'écliptique. L'étoile alpha du lion, donc. Et nous arrivons au 3 mars, le jour de la pleine lune. Donc, en début de nuit, la lune vient de se lever. Hmm. Ah, j'ai rechopé une petite crève là. La première de l'hiver, faut pas se plaindre. Mais c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Je reprends du poil de la bête. Excusez-moi et merci de votre compréhension. Donc, jour de la pleine lune, on va la voir à son lever, voilà, 19 heures. Elle se lève à 18h56 chez moi. Le 3, oui, il faut regarder le 2 pour commencer. Le 2, donc le jour où elle est conjointe à Régulus, elle se lève à 17h43, donc avant le coucher du soleil. Elle culmine à 0h41, c'est déjà passé. Là, je trace le méridien, donc elle culmine bien sûr haut, mais moins, elle a de moins en moins haut chaque jour. Tiens, ben, c'est l'occasion de remarquer, le lendemain, à sa culmination, oh, décidément, excusez, elle passe plus bas encore. Elle a perdu 7 degrés par rapport à la veille. Ça, c'est la nuit du 3 au 4 et la nuit du 2 au 3. Donc, elle culmine plus tôt, bien sûr. La nuit du 2 au 3, elle culmine à 54 degrés. Et la nuit du 3 au 4, elle culmine à 47 degrés. Vous voyez comme on peut mesurer sa descente en déclinaison et donc en hauteur de culmination dans l'hémisphère nord. Parce que pour l'hémisphère sud, au contraire, elle va culminer de plus en plus haut. Donc on reprend notre lune. Donc le 3, nuit du 2 au 3, elle va aller se coucher ben, peu avant le lever du soleil, à 7h23 au lever du soleil. Et le lendemain, donc on va passer la journée, on passe l'heure de l'éclipse, hein. Voilà, ben, pendant que l'heure de l'éclipse, sous nous, l'heure pile de la pleine lune, la lune n'est pas dans le ciel. Elle se lève donc à 18h56, un petit peu après le coucher du soleil, le 3 au soir. Et donc on vient de la voir culminer. On la suit dans sa course nocturne. Je mets le méridien comme ça on repère. Et donc elle va aller se coucher. Il fait déjà jour. Ensuite, elle se couchera de plus en plus tard. Mais ce sera la semaine prochaine. Alors on va revenir au milieu de la nuit, du 2 au 3, et regarder les autres côtés du ciel. Donc le 2, je reviens un petit peu en arrière, voilà. Donc on a regardé ceux qui culminent en début de nuit, on a regardé du côté du sud. Donc on va regarder ce qui se couche en début de nuit. En début de nuit, donc c'est Pégase et les poissons qui se couchent hein, maintenant. Pégase, les poissons, la baleine, voilà, tout ce petit monde. Tandis que déjà, déjà le grand jet de l'hiver bascule sur
couchant, hein, est passé à sa culmination. On a vu tout à l'heure, avec Capella très haut au zénith. Là, il est 8h41. Il est un peu plus tôt, hein. Ah, mais j'ai pas arrêté le temps, là, hein. Erreur de ma part. Voilà. Et du côté de l'Est, en début de nuit, donc, s'élève le lion. Et du côté du Nord, en début de nuit, vous avez le dragon et la petite ours qui sont à droite. Donc, la petite ours avec l'étoile polaire qui, elle, ne change pas de place et tout le reste, lui, tourne autour. Donc, à droite, quand vous êtes tourné vers le nord et vous regardez l'étoile polaire, qui vous indique votre latitude terrestre par sa hauteur dans le ciel équivaut à, à la latitude terrestre, votre parallèle de latitude pour l'endroit où vous êtes. Donc vous avez les ours, le dragon, la grande ours ici, qui remonte à droite. La grande ours commence déjà à être assez haute. Capella étant au zénith, comme on l'a dit. Enfin, elle est déjà passée là, parce qu'on a pas pris 1 heure de plus que tout à l'heure. Et donc descendent Cassiopée et c'est fait. Alors la nuit se passe et on va tourner autour. On va voir le ciel qui tourne d'heure en heure autour de la petite ours. C'est l'horloge céleste. Il suffit de se tourner vers le nord. Donc 23h42, 0h42, on va aller au minuit vrai, 1h03. Et à ce moment-là, minuit vrai, la grande ours est tout en haut, là-haut, les pattes en l'air, et elle passe au plus haut dans le ciel, tandis que Céphée et Cassiopée sont au plus bas et que la petite ours et le dragon sont à droite à 3 heures. Et Capella qui redescend. Capella qui est circumpolaire pour par exemple, les latitudes comme Paris, mais qu'il n'est pas à ma latitude, 5 degrés de latitude plus bas, Capella se couche et se relève. Elle se couche tout près du nord, nord-nord-ouest, et elle se lève nord-nord-est, mais elle disparaît, tandis que pour la latitude de Paris, elle rase l'horizon. Voilà, et donc le taureau, milieu de nuit, c'est Orion se couche, Sirius et Orion se couchent en milieu de nuit, avec les Gémeaux qui sont juste au-dessus de Orion, et donc immanquable avec Jupiter cette année. On ne peut pas les louper. Jupiter orne les Gémeaux. Donc finissons la nuit, on va se remettre du côté de l'Est pour voir ceux qui se lèvent en fin de nuit. Ah, j'ai oublié de parler des planètes. Bah, si on a vu Saturne, on a vu Jupiter, on a vu Uranus ici. Alors, à côté de Saturne, bien sûr, il y a Neptune, mais vous avez déjà vu maintenant Saturne, c'est va se coucher très très vite. Et Neptune qui est juste à côté, c'est plus la peine d'essayer de l'observer. Je rappelle elles viennent d'être conjointes le 20 février. Et donc maintenant, Saturne a dépassé Neptune sur l'écliptique. Donc, continuons dans la nuit. Donc, 2 heures du mat, 3 heures du mat, 4 heures du mat, apparaît le grand triangle de l'été, enfin, qui levé déjà depuis un bon moment, Vega, Deneb et Altaïr de l'aigle qui se lève, Antares du scorpion au sud-est, et puis, haut là-haut, Arcturus du bouvier qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours, donc très haute, assez haute. On est à l'est là, hein. Nord-nord-est. Je me remets à l'est et on va aller jusqu'à la fin de la nuit. Donc 5 heures, 6 heures, voilà, le Sagittaire se lève, le Scorpion est levé, donc notre grand triangle de l'été qui s'élève. Et donc juste avant le lever du soleil, il y a Mars, mais on ne peut pas voir Mars. Donc on va s'arrêter là. Je vais vous partager les petites news et les images que j'ai préparées. Et voilà. Donc d'abord l'éclipse. Donc c'est bien l'éclipse de lune. Donc une éclipse de lune se produit toujours pour une pleine lune, quand la lune passe près de l'un de ses nœuds. Et je rappelle que il y a toujours soit la nouvelle lune d'avant ou d'après, il y a une éclipse de soleil, toujours à la nouvelle lune, l'éclipse de soleil, que cette fois-ci c'était le 17 février, et qu'elle était visible pour l'Antarctique et que c'était une éclipse annulaire, donc de soleil visible en Antarctique. Donc la pleine lune, ensuite, donne lieu à une éclipse
totale de lune. Donc la lune était à son nœud ascendant pour l'éclipse de soleil et elle est à son nœud descendant pour l'éclipse de lune. Et voyez, la lune passe entièrement, ça c'est la lune, premier contact, entrer dans la pénombre, entrer dans l'ombre, enfin là c'est quand elle est complètement dans l'ombre, de là à là, ça c'est le milieu de l'éclipse. Ça, c'est sorti de l'ombre et sorti de la pénombre. Donc la Lune passe bien dans le cône d'ombre de la Terre. Ça, c'est le cône d'ombre formé par la Terre. Vous avez le Soleil, la Terre, et la Lune passe dans l'ombre, donc formé par la Terre. Il y a un cône d'ombre et un cône de pénombre. Donc on voit bien que c'est une éclipse totale. Sinon, ce serait une éclipse partielle. Si elle passe pas complètement dans l'ombre, c'est une éclipse partielle. Voilà la zone de visibilité. Donc vous voyez bien le central, hein, il est là. C'est ce fameux méridien qui ne traverse que de l'eau qui sépare l'Asie de l'Amérique et qui va se jeter dans l'an- la plus, la, la plus creuse de l'Antarctique, là, qui est pratiquement au pôle sud. Donc ce méridien-là est bien le seul habilité à être un méridien origine naturelle. Et donc on voit les zones qui bénéficient de l'éclipse. Donc tout ça, c'est totalement. Là, c'est à son coucher et là, c'est à son lever, je pense. Voilà, pour cette éclipse. Donc, si vous êtes à Tahiti, c'est bon. Si vous êtes en Nouvelle-Zélande, c'est bon. Si vous êtes à l'est de l'Australie ou à l'est, nord-est de l'Asie, hein, ou au Japon, c'est bon. Si vous êtes en Alaska ou au nord-est, au nord-ouest du Canada, c'est bon. Même de l'Amérique du Nord. Sinon, non, c'est pas bon. Alors, des petites news. La mission Artemis, ben, elle ne sera pas lancée en mars, Artemis 2. Donc ça, c'est quand la fusée est arrivée sur son pas de tir, donc à la pleine lune précédente. Oh, désolé. Et il faut que je m'arrête, je prolonge un peu trop en plus. Et donc, bah, ils viennent de faire un essai décisif là qui, sur le premier coup, ils ont pensé que c'était bon, mais non, ça a révélé certaines fuites d'hélium, encore des petits problèmes qui étaient déjà apparus sur Artemis 1, la mission qui était partie toute seule autour de la Lune, sans astronaute à bord. Là, il y a 4 astronautes à bord, donc le temps de faire tous les travaux, toutes les vérifications, tout nécessaire pour assurer, garantir une sécurité optimale. Eh ben, le lancement se fera sans doute en avril, puisque les dates de lancement prévues initialement s'étalaient entre début février et fin avril. Donc, pas de lancement d'Artémis 2 au mois de mars. Parcours de la planète Mars devant les constellations de, du 29 janvier au 8 octobre de cette année. Donc, actuellement, Mars se trouve par ici, devant la constellation du Capricorne. On n'a vu qu'à l'arrivée devant celle du Verseau. Et on voit ici, bah, décidément, je suis désolé, je vais être obligé de vous laisser. Et quand ces connes de tout me prennent, c'est terrible. Je peux même plus parler. Donc, vous retrouvez ça dans l'article, c'est Uranus, capturé par le James Webb Telescope et qui révèle toute l'activité aurorale de la planète. C'est une nouvelle. Je dis plus rien. À bientôt, bonne semaine, bon ciel et on se retrouve en meilleure forme lundi prochain pour le prochain enregistrement. Merci les amis, portez-vous bien.